Son père fut vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal, lui maire de sa commune, de sa capitale régionale Kédougou, et puis député présentement à l'Assemblée nationale. Il fut également ministre de la communication et même porte-parole du gouvernement dirigé par Souleymane Ndéné Ndiaye du temps d'Abdoulaye Wade comme président de la République du Sénégal. Vous l'avez compris, nous parlons de ce candidat déclaré à la présidence, Moustapha Guirassy. Bienvenue sur ce plateau de la vérité. Merci beaucoup, Pape Cheikh. Très heureux d'être avec un grand journaliste, reporter donc comme Pape Cheikh. Merci, c'est un honneur de l'entendre de la part de Moustapha Guirassy. Ça fait longtemps quand même, hein? Notre dernier plateau date de Walfadjri. Absolument. À l'époque, vous étiez au département de la communication. Oui, aujourd'hui, dans la course à la présidence, voilà, ça y est, c'est une réussite. IAM, ce milieu de la communication, du management, du business, donc il faudrait voilà, viser plus haut, c'est ça? Pas viser plus haut pour viser plus haut, il faut juste le faire pour aller plus loin dans l'exercice en fait de sa mission ou l'exercice en fait de la mise en œuvre de ses responsabilités en tant que citoyen d'abord et citoyen qui doit à son pays, qui doit à sa nation et qui pense que par rapport aux enjeux de l'ère, il a l'obligation tout simplement d'accompagner sa nation. Il a une vision, il a une offre politique, il a une façon de voir le monde, l'Afrique et le Sénégal, et il a donc l'obligation de partager cela avec les concitoyens. Il y a une délibération collective au mois de février, donc en 2019. Ben, c'est le lieu, c'est l'occasion pour moi justement de participer au débat public déjà, et aussi de participer de façon effective à ces élections. Et par rapport au développement personnel, vous vous y intéressez, vous êtes un peu du genre Attali, il vous inspire en tout cas. Donc le simple fait de participer à cette course à la présidence vous positionne dans ce milieu, non? Oui, mais encore une fois... C'est d'abord de la communication. Non, c'est avant la communication, avant d'être donc un acte de communication, c'est un acte de responsabilité, c'est-à-dire l'obligation de servir sa nation. C'est ce qui m'a amené en politique. La politique est une activité extrêmement difficile. Ça, disons que c'est l'argument de monsieur tout le monde. Je ne pense pas, parce que quand même je suis bien placé pour défendre ces thèses-là. Je suis dans le secteur privé. J'ai de quoi aujourd'hui occuper mon temps et mener d'autres activités et puis me réaliser. Mais si j'accepte malgré tout cela de m'investir à la base, donc depuis Kédougou, c'est simplement parce qu'il y a le souvenir et l'obligation donc de partager, l'obligation d'accompagner en fait ceux-là qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et il ne s'agit pas seulement que de Kédougou, c'est le pays tout entier. Donc c'est d'abord une question de responsabilité. Et plus loin encore, cette question-là de la responsabilité, il faut la lier à ses convictions d'un point de vue spirituel, foi, pour dire en fait que la meilleure façon d'être soi-même et la meilleure façon de croiser son destin, c'est d'être dans une posture, une logique de partage et de service. Donc c'est pour cela que je loin d'un caprice. Non, c'est pas. Franchement, ce serait quand même assez dommage d'être dans la scène politique avec tous ces sacrifices uniquement pour paraître, quoi. Il y a mille et une façons donc de paraître, mais aujourd'hui il s'agit réellement d'enjeux importants quand on parle de la femme sénégalaise, quand on parle de l'enfant, quand on parle de l'éducation, des questions de santé, des questions donc d'avenir, mais c'est des questions extrêmement sérieuses et j'ai l'habitude de le dire, djinne du wàcc, malaïka du wàcc, il n'y a que l'être humain. Le citoyen sénégalais pour accompagner sa nation. Et donc, c'est cette responsabilité-là que je suis en train d'exercer en m'investissant depuis quand même quelques années dans le champ politique. Et aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin en termes de responsabilité. Un discours qui a le mérite d'être clair maintenant parce qu'à un moment, c'était flou. Les Sénégalais se demandaient, mais où est-ce qu'il va
Moustapha Guirassy. Au moins maintenant c'est clair, c'est le fauteuil présidentiel, c'est l'opposition, c'est faire face à Macky Sall. Oui, c'est le plus important, c'est faire face donc aux défis, faire face donc à l'avenir. Macky Sall n'est pas un obstacle, n'est pas l'enjeu. C'est un enjeu à dépasser très vite, très vite, pour s'intéresser réellement à d'autres grandes questions. Pour moi, le Sénégal n'a pas été à la bonne gare. Donc, naturellement, on s'est trompé et de gare et on s'est trompé de train. On n'est pas du tout dans la bonne direction. Aujourd'hui, il s'agit donc de reprendre les choses, de retrouver la bonne gare et les bons trains pour aller donc vers là où nous voulons aller. C'est-à-dire ce Sénégal que nous voulons. Et le posant comme cela, vous voyez en fait que l'obstacle, ce n'est pas Macky Sall, l'enjeu, ce n'est pas forcément donc Macky Sall. Mais aujourd'hui, il n'est pas donc dans la bonne gare, il n'est pas dans la bonne direction, naturellement, il faut le dépasser. Donc poser le problème comme cela m'amène simplement à aller plus loin dans des questions d'idéologie, ce qui est un peu le parent pauvre dans l'espace politique aujourd'hui. Il n'y a plus cette conviction forte. En tout cas, je ne le ressens pas. Dans les débats, dans les coalitions, dans les combats, on ne sent pas en réalité les lignes de démarcation d'un point de vue idéologique. Avant votre idéologie présentée comme ça, pour vous, Macky Sall, en tant que président, serait anecdotique. Il serait loin de ces présidents qui sont perçus comme des monuments. Ah non, Macky Sall est complètement passé à côté de l'histoire. Anecdote plus qu'un monument. Oui, je pense que c'est parce que justement, il y avait pas, les Sénégalais n'avaient pas choisi. C'était faire partir quelqu'un, mais il n'y avait pas eu de choix. Et contrairement en 2019, il y aura un choix. Je pense que les Sénégalais vont cesser à partir de maintenant, parce qu'il y a eu déception sur déception, d'aller vers justement des élections ou mettre en avant un candidat, élire donc un président, tout simplement parce qu'on veut combattre quelqu'un. Et je ne veux pas tomber dans ce piège-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'invite nos concitoyens, nos compatriotes à mettre en avant ces questions d'idéologie. Et d'ailleurs, ce sont ces questions d'idéologie qui vont expliquer les lignes de démarcation pour qu'il n'y ait pas ces transhumances et qu'il n'y ait plus de lisibilité qui est au centre, qui est dans du socialisme, qui est vraiment libéral, pour que quand même qu'on dise si c'est votre option, votre idéologie, votre façon de voir la politique, de voir le développement du pays, vous ne pouvez pas faire un compagnonnage avec tel ou tel candidat ou telle personne. Et il faudrait qu'on revienne à cela pour donner plus de lisibilité, plus de possibilités donc de choix. Macky Sall s'est incrusté donc dans le système et dans l'émotion, les Sénégalais ont eu à décider. Et le danger de l'émotion, c'est qu'il vous enferme dans le présent. L'émotion ne vous permet pas en fait d'avoir le recul, la lucidité qu'il faut pour faire les choix. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus de lucidité, plus de calme, plus de sérénité, même si les frustrations sont là. Et je pense que les choix seront là pour 2019 et les Sénégalais s'exprimeront de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus lucide. Un choix réfléchi. Mais quand même, le même Macky Sall a eu 7 ans pour vendre sa vision, 7 ans pour montrer ce qu'il est capable de faire. C'est un atout, non? Il a déconstruit ce que nous avons de plus précieux. Vous savez, dans la vie des organisations comme dans la vie d'un pays, l'immatériel joue un rôle important. Aujourd'hui, on valorise de plus en plus donc l'immatériel. Et quand on parle d'un pays, d'une nation, l'immatériel sont les valeurs. C'est la paix. On ne touche pas, on ne voit pas. Ce n'est pas du ciment, ce ne sont pas des briques. Et c'est la démocratie, c'est l'immatériel, c'est l'intangible. Mais c'est ça qui donne un sens à la vie, c'est ça qui donne un sens aussi à une nation et à un développement. Lorsque maintenant Macky Sall s'attaque à ça, il s'est attaqué en fait à ce que nous avons de plus précieux. Aujourd'hui, c'est la déconstruction de la démocratie. C'est la déconstruction et la démolition des acquis démocratiques. Et toutes les bases que nous avions pour consolider donc ces principes de paix, nous sommes en train de les perdre. L'espace politique et ce Sénégal qui était un pays de dialogue, nous sommes en train de le perdre. Il y a une cristallisation, une polarisation qui fait que petit à petit,
nous allons peut-être vers des situations, on ne le souhaite pas, très très difficiles pour le pays. Macky Sall, je pense que c'est cette dose de sagesse, cette dose d'équilibre dans le jugement, dans les process de décision, c'est là où vraiment, là où il a failli complètement et là où il est en train de menacer donc le pays. D'un point de vue économique aussi, puisque l'intangible n'a pas été important, ses valeurs n'ont pas été importantes donc dans sa façon de faire, mais naturellement vous voyez en fait que dans ses politiques publiques, mais naturellement il y a une incidence négative, un impact négatif dans les arbitrages. Une question par exemple comme la question de la souveraineté économique doit reposer d'abord sur un principe qu'on doit porter, c'est-à-dire un patriotisme. Aimer sa nation, aimer son secteur privé, aimer ses concitoyens, aimer ses enfants et ses femmes pour mettre en avant une politique qui les met en avant et qui les valorise. Aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est une destruction donc, de ce secteur privé. On n'a pas de champion. Nulle part. Et en 7 ans, en fait, tous les champions ont été complètement acculés et ont baissé donc la garde. Et ça, c'est quand même assez dommage. Et au même moment, on voit la mise en avant, la valorisation donc, du secteur privé étranger, qui a raflé tous les marchés, qui est positionné. Et quand même, c'est un drame. On voit aussi le secteur de l'éducation, le système éducatif. Quand une nation doit se construire, quand on le fait dans la durée, on mise sur l'éducation. C'est le savoir qui transforme une économie. Ce ne sont pas les briques et les ciments que l'on voit, ni les routes qui transforment l'économie, mais d'abord le savoir. Les pays émergents ont misé sur ces enfants de 3 ans, de 4 ans, de 6 ans. Et le long du parcours du cursus, finalement, pour avoir une génération outillée pour transformer donc une nation. Mais quand c'est du Johnny que l'on veut faire, pour impressionner, on va mettre en avant des projets à coup donc des inaugurations que l'on fait, à coup de milliards, et en mettant de côté donc l'essentiel. Et j'ai des craintes pour l'avenir donc du pays. Parce que pendant 7 ans ou 10 ans, nous n'avons pas mis en avant un système éducatif pour transformer notre monde rural. On n'a pas mis en avant le système éducatif pour transformer, accompagner les femmes, accompagner donc tous les secteurs d'activité du pays. Malheureusement, ce n'est pas ce système-là qui va accompagner le devenir du Sénégal, ou en tout cas assurer donc l'avenir du pays. Et ça, c'est dommage. Et en revenant encore et en insistant sur ces questions de valeur, lorsque un pays comme le Sénégal, Ormal Doomu Adama, donc lorsqu'on a un capital spirituel aussi fort, on a tous les atouts pour mettre en avant des politiques publiques qui privilégient en fait l'indispensable. Le minimum, c'est l'eau. Le minimum, c'est la dignité humaine en termes d'emploi. Le minimum, ce sont des questions de santé. Je pense que le Sénégal a les moyens, a les milliards qu'il faut aujourd'hui pour qu'une femme, un jeune, quelqu'un qui n'a pas les moyens, qu'il puisse payer donc, les médicaments donc, gratuitement. Il y a des pays qui l'ont fait parce qu'ils ont du respect pour la dignité humaine. Ils considèrent que c'est une valeur essentielle et fondamentale. Sur le plan social, quand même, des avancées, le bourse familiale, il a maintenu les programmes Sésame, les programmes de couverture maladie universelle. Demandez ce qui ne marche pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez donc mettre en avant ces programmes-là auprès d'un hôpital. Ils vous disent non, payez d'abord parce que ça ne marche pas. Parce qu'il y a énormément de dettes. Et elles n'ont pas été payées, ces dettes-là. Donc des créances, le système éducatif, dans les hôpitaux. Donc il y a énormément de difficultés. Et ces bourses familiales, oui, ça peut être bien, mais on aurait pu aller beaucoup plus loin dans une logique en fait de création de valeur. Mais ça là, c'est une très mauvaise politique, extraordinairement mauvaise, parce qu'aucun impact, vous ne créez aucune valeur. Associer en fait cette mesure à une performance au niveau familial, pour demander à ceux qui bénéficient donc de ces bourses-là, de pouvoir prouver qu'ils ont été performants à côté de leurs enfants, les enfants en termes de scolarité, performent, là ça a du sens, c'est comme au Singapour ou dans d'autres pays émergents. Ces questions-là de la performance ou de l'efficacité du système éducatif sont portées sur une question d'honneur de la famille. On aurait pu trouver l'articulation qu'il faut entre bourse familiale et performance scolaire, et pour engager davantage donc les femmes, engager davantage les personnes qui bénéficient donc de ces bourses familiales. Donc le social aujourd'hui, il doit être
dans une logique en fait de performance. Mais social pour social, finalement, on détruit, on déconstruit, on n'est pas dans une véritable logique de solidarité qui crée de la valeur. Et je trouve tout simplement, en tout cas, qu'il faut repenser cela, c'est dans nos programmes. Il faut revoir cela et vous voyez d'ailleurs l'instrumentalisation de ces politiques publiques-là, de ces mesures à des fins donc très politiciennes et très politiques. Oui, mais durant ces 7 années, un bilan sombre, un tableau très sombre dressé par Moustapha Guirassy. Mais durant ces 7 années, le président du Sénégal, Macky Sall, comparé à ses voisins Aziz de la Mauritanie, qui a passé tout ce temps à essayer de contenir les djihadistes. Du côté du Mali, il y a Ibeka qui essaie d'avoir un État simplement, une république malienne. Alpha Condé également en Guinée, comme son voisin de Bissau, ils essaient d'exister en tant qu'État. Il y a Alassane Ouattara qui a passé tout son temps à gérer des conflits. Pendant ce temps, Macky Sall, quand même, a su diriger un Sénégal stable, bon an, mal an. Pape Cheikh, je suis désolé, ce n'est pas le mérite du président Macky Sall, c'est le mérite des Sénégalais. Les Sénégalais, parce que c'est un pays avec ce capital spirituel, encore une fois, avec des traditions démocratiques, avec une histoire, un parcours. Les Sénégalais ont été bien éduqués. Aussi bien les politiques, la société civile, la presse à l'époque, je pense qu'il y avait ce qu'il fallait pour consolider ce que nous avions. Ouais. Et c'est là où... Macky Sall n'a pas commis les erreurs de Yaya Jammeh ou de Blaise Compaoré. C'est pour ça que je disais dès le début donc, de l'émission que l'intangible, l'immatériel, ces acquis démocratiques, cette fragilisation, si on ne fait pas attention, nous risquons simplement d'ouvrir des portes, malheureusement. C'est quoi? Il a simplement la chance de tomber sur un peuple pacifique. Il a la chance de tomber sur un peuple pacifique. Il a la chance de tomber sur un peuple qui dialogue, qui est un peuple qui est résistant et qui a une résilience. Et tout cela, c'est important. Et il ne faut pas pousser le bouchon, il ne faut pas aller plus loin que ça. Aujourd'hui, je prends l'exemple de ce qui s'est passé récemment en Côte d'Ivoire. Cette décision très sage du président Ouattara. Bien sûr, il est dans un timing politique, mais c'est sage. Et je disais à l'Assemblée nationale, il y a quelque temps, que dans un processus de décision, la sagesse, elle est importante aussi dans le processus de décision. Tu ne peux pas mettre en avant simplement des histoires de droit et juste la technique juridique pour enfermer un pays et Ouattara plus flexible que Macky Sall. Il a été plus sage. Il a été plus sage et il est dans une logique en fait très intéressante d'apaisement et de consolidation. Il n'a pas le choix également. Oui, mais peut-être qu'il faut souhaiter qu'on ne soit pas dans cette situation. Alors quand vous avez ces acquis-là, il faut les consolider. C'est une chance pour le pays et on ne peut pas occulter cela. Et malheureusement, le président Macky Sall est en train de tout boucher. Le dialogue au sein de l'Assemblée nationale n'a pas lieu. Le dialogue entre lui et les chefs religieux n'a pas lieu et c'est une entité extrêmement importante, c'est le Sénégal. Le dialogue entre acteurs politiques n'a pas lieu. Le dialogue n'a pas du tout lieu par rapport à des questions de société puis des enjeux quand même nationaux qui impliquent tout le monde. Et la faute lui est imputable. Parce que c'est quand même le président de la République. Je dis, il doit avoir les outils de management, la hauteur et la grandeur pour justement avoir l'animation qu'il faut. Bien sûr, chacun de nous est acteur, chacun de nous peut-être est en train de pêcher quelque part, mais la première responsabilité revient naturellement au chef de l'État. C'est ce chef de l'État qui doit assumer et assurer donc la paix, aller dans le sens de renforcer la paix, aller dans le sens de renforcer la démocratie, mais quand des chefs de parti, des leaders politiques sont emprisonnés de façon injuste, ça pose un problème. De façon injuste? Oui, de façon injuste. Ils sont en prison, injuste parce que quand la justice est sélective, il y a injustice. Or, les Sénégalais sont là témoins qu'il y a quand même une justice qui est là sélective, qui épingle certains et qui laisse d'autres partir. C'est injuste. Lorsqu'il y a une infantilisation du Parlement, c'est aussi injuste, c'est un problème. Donc ça, vos mots sont forts, hein? Infantilisation du Parlement. Ah oui, une infantilisation extraordinaire. J'ai jamais vu ça.
J'ai vu... Il y a quand même un certain Moustapha Niasse à la tête de cette Assemblée nationale qui n'est pas n'importe qui. Je nomme pas, je nomme pas par respect au président Moustapha Niasse qui est un père à moi, donc j'ai beaucoup de respect pour lui, mais je parle du Parlement de façon générale. Je dis il y a une infantilisation, une instrumentalisation qui est dommage et qui est en train d'impacter négativement donc, notre démocratie. Et c'est là. Donc, j'interpelle le président de la République et j'interpelle en même temps nos concitoyens, les compatriotes. Il faut faire attention. Un développement, ce n'est pas simplement l'inauguration de l'aréna ou d'un stade, ce n'est pas simplement une route. Un développement, c'est essentiellement, la finalité du développement, c'est le bonheur et la paix. Lorsque ces dimensions-là ou ces aspects sont menacés, je pense qu'il y a à s'interroger. Et c'est à ce niveau-là une faillite extraordinaire et encore une fois, une faillite qui est en train d'impacter aussi d'autres dimensions, l'aspect économique, parce que la réalité, même s'il y a un 7% en termes de taux de croissance, mais le Sénégalais ne le vit pas. Mais quand même vous le reconnaissez, hein? 7%. C'est pas rien, hein? C'est rien, je vous dis, parce que c'est pas un enjeu. Aujourd'hui, le grand débat, c'est qu'il faut même revoir cet indicateur-là qui n'a aucun sens. Aucun sens. Dans d'autres pays qui sont en train de remettre en question les choses, ce PIB-là n'a aucun sens. Parce que ça n'a pas de sens quand je mets en avant un 7%, alors que je ne peux pas me soigner, alors que je n'ai pas d'emploi. Vos étudiants à l'IAM, ils payent leur mensualité, les frais de scolarité, vous les avez augmentés, non? Entre-temps. Demander à mes... Donc il y a de l'argent. L'argent demandé aux écoles si elles sont payées. Les créances sont là. L'État doit beaucoup d'argent, des milliards à ces écoles-là. Ces écoles-là n'ont pas été payées. Donc, ces étudiants sont là, qui devaient être soutenus par l'État, et l'État, donc, ne paye pas. Et à côté, en fait, on voit un autre type d'arbitrage. C'est là où ça fait mal. C'est que quand les 7% ne reflètent pas une véritable politique qui va dans le sens de renforcer la dignité donc, du Sénégalais, de le mettre à l'aise, il y a un problème. Et c'est là où ils sont interpellés. C'est là où le PSE n'a aucun sens. C'est là où les politiques publiques devraient encore une fois être adossées. Mais dans la politique éducative, surtout par rapport aux supérieurs, des Moustapha Guirassy ont été contactés par l'actuel régime. Pour faire quoi? Pour mieux gérer tous ces bacheliers, ne serait-ce que tous ces bacheliers. Oui, nous avons été associés et c'est le lieu... sur les marchés. Oui, mais ce n'est pas en termes de... quand vous accordez un marché à un privé et que vous ne payez pas le privé, vous le tuez. Un privé qui prend des engagements énormes, qui construit des bâtiments, qui engage des enseignants, qui engage des frais et des charges, et pendant 1 an, 2 ans, vous ne payez pas cette personne-là, ou cette entité, vous avez un problème de crédibilité, vous cassez, et finalement j'ai vu aussi des entités carrément fermer portes, boutiques, parce que simplement ils n'ont pas été payés. Ça c'est le système éducatif, mais dans d'autres secteurs d'activité, l'État doit soutenir, l'État doit accompagner. L'État n'a pas le droit de mettre en avant des dépenses qui ne sont pas prioritaires et son secteur privé qui devrait être soutenu, ou des secteurs qui devraient être même publics qui devraient être soutenus. Lorsque on se trompe dans les arbitrages, ben ça fait ce que c'est. Hein, quand même, Guirassy reste parmi ces champions qui sont toujours là. Hein? Oui, par la grâce de Dieu. Sous Abdoulaye et maintenant sous Macky Sall. Par la grâce de Dieu, par l'effort bien sûr de tout un chacun. Je ne dis pas que tout est zéro. Le ministre Mary Teuw Niane, c'est pas parce qu'aujourd'hui je suis dans l'opposition que je ne reconnaîtrai pas tous les efforts qu'il est en train de faire dans ce domaine-là. Mais je dis encore une fois, de façon globale, aujourd'hui, ils se sont trompés d'arbitrage, ils se sont trompés de priorité, et aujourd'hui on est en train de freiner l'élan de développement de ce pays. Et Macky Sall, qui est le président de la République, s'est trompé lorsqu'il met en avant certains principes, certaines réalités, certaines dépenses au détriment en fait du minimum. Allez en périphérie, allez en banlieue, s'il vous plaît. S'il vous plaît, allez voir ces femmes-là à 3 h du matin auprès des robinets. Allez donc un peu plus loin, auprès des marigots. Ces femmes-là qui doivent être debout pour devancer donc des animaux, avoir 1 litre ou 2 litres
c'est atroce. C'est une souffrance extraordinaire. Non, Pape Cheikh, ne passez pas rapidement là-dessus. Un développement, c'est d'abord ça. Il y a un minimum, boire. Il y a un minimum, c'est de manger. Il y a un minimum, c'est de se faire soigner. Quand on occulte ça pendant des mois et des années, je dis franchement, lorsqu'on met en avant 7%, il y a un problème de compréhension, il y a un problème de sens. Alors, on s'est trompé de gare, le Sénégal s'est trompé de gare, le Sénégal s'est trompé simplement de train. C'était pas Macky Sall. C'était pas Macky Sall, celui-là qu'il fallait choisir, et Macky Sall présenté par Moustapha Guirassy comme une menace pour l'équilibre du Sénégal, simplement. Oui, c'est ce qui résume cette première partie. Une courte pause pour de la pub avant de revenir. Kalinex gaamu produit bu baax la bu ñu taamu ñun yaay yi ngir toppatoo suñu bébé. Am na couche ultra absorbante, lingette, poudre talc, am na crème, huile, eau de toilette, ba ci gel shampoing. Kalinex mbégte doom ak yaay kese la. Disponible chez Casino. Vite fait monnaie vous facilite la vie. Avec Vite fait monnaie, la vie devient plus facile et votre mobile fait beaucoup plus que téléphoner. Vite fait monnaie vous permet de faire des envois et retraits d'argent où vous voulez, quand vous voulez. Téléchargez l'application Vite fait monnaie sur Play Store, enregistrez-vous, recevez votre code secret et rechargez votre compte Vite fait monnaie à travers les points Johnny Johnny partout au Sénégal. Avec Vite fait monnaie, payez gratuitement vos factures Sénélec, SDE, TNT et rechargez votre compteur Woyofal ou votre carte Rapido sans bouger. Avec Vite fait monnaie, vous pouvez aussi recharger votre carte bancaire Visa Johnny Johnny. L'application Vite fait monnaie fonctionne aussi bien au Sénégal qu'à l'étranger. Avec Vite fait monnaie, demandez plus à votre téléphone. Merci de rester avec nous. Oui, c'est facile de faire le bilan d'un président sortant. Mais vous aussi, vous avez votre bilan, hein, parce que vous êtes Sénégalais. Les Sénégalais vous connaissent. Donc vous avez été ministre, porte-parole d'un gouvernement. Vous êtes dans le business. Aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Votre bilan en tant que député? Le premier des bilans, c'est en toute modestie, je peux dire que par la grâce de Dieu et par le soutien des populations de Kédougou, je peux dire que je fais partie des députés les mieux élus sur la liste départementale avec près de 70%. Ça, c'est le point de départ. Deuxième action qui a été rendue publique, c'est d'avoir renoncé à mes indemnités au profit des populations de Kédougou par reconnaissance à ces populations et pour dire à ces populations-là et aux Sénégalais que mon combat pour être député, c'était pas du tout par rapport à des privilèges, c'était réellement pour être dans cette posture-là dans laquelle je suis aujourd'hui, dire les choses lorsqu'il s'agit de les dire, les assumer. Au sein de l'Assemblée nationale, chaque fois qu'il a été question d'enjeu national, de débat national, j'ai été présent pour parler au nom du peuple sénégalais. J'ai donc, pendant un an, fait le travail qu'il fallait faire en tant que parlementaire, participer aux commissions, aux plénières, et souvent, malheureusement, là où le bas blesse, nous avons une assemblée où il n'est même pas question de faire une proposition de loi. On aimerait bien le faire, mais lorsque dans l'Assemblée il y a cette infantilisation et une politisation à outrance et très partisane, c'est même pas la peine de perdre son temps. Beaucoup de mes collègues sont obligés de tenir des points de presse, des conférences de presse pour pouvoir se faire entendre, et c'est malheureux, parce que l'hémicycle était le lieu privilégié, l'espace de respiration privilégié pour pouvoir porter donc des débats et permettre à la démocratie d'être renforcée. Est-ce que ce n'est pas du populisme simplement de votre part, vous, de l'opposition parlementaire? Si l'on veut, moi c'est pas mon style, je ne souhaite pas, mais encore une fois pour des questions de responsabilité, j'entends pour Dieu et pour les hommes dire la vérité, dire ce qui ne va pas. Et je pense que le président Macky Sall aurait mieux fait de privilégier, d'encourager cela au sein de l'hémicycle. Oui, la presse en ligne, les Sénégalais s'empressent souvent de reprendre les passages de Moustapha Guirassy à l'Assemblée nationale, disant que oui, il parle bien, ce gars, il est bon en com, oui, d'accord, mais dans le fond, il ne s'est pas bien préparé pour son rôle de député.
Bon, je ne sais pas ce qu'on appelle rôle de député. Rôle de député, c'est, comme je viens de dire, avoir la confiance dans... Vous n'avez pas perdu du temps en cherchant votre manière de faire, l'approche en tant que député à l'Assemblée nationale? Non, du tout, mais on me reconnaît un défaut ou une qualité, c'est que je ne suis pas le député aussi qui va être dans l'arrogance, dans le superflu, dans la démonstration. J'ai rien à prouver, absolument rien à prouver. J'ai juste à être en phase avec mes principes. Et les principes, c'est quand c'est bon ou quand vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Quand il y a des choses à dire, dites-les. Et maintenant qu'on veuille me voir donc dans une démonstration, etc., c'est pas mon style. Oui. Quand il s'agit de parler... Mais vous avez été dans l'exécutif à un moment. Aujourd'hui, vous êtes côté... Dans l'exécutif aussi, ça a été toujours la même posture. J'ai jamais été dans cette logique-là très politicienne ou partisane. On ne m'a jamais entendu dans... Mais ça doit être un avantage d'être d'abord de l'exécutif, ensuite venir contrôler l'action du gouvernement en tant que député. Ça doit être un avantage. J'ai d'abord été député avant d'être dans l'exécutif. Ensuite député. Ensuite député. Donc il y a une expérience qui me permet aujourd'hui, l'expérience simplement des hommes. Vous savez, on a juste besoin parfois de jouer avec le temps, d'être dans la sérénité et de dire ce qu'on a à dire et de faire ce que l'on a à faire. Satisfait de votre bilan en tant que député? Satisfait en tout cas de mon engagement, satisfait du fait que je suis en train d'assumer mes responsabilités, mais très peu satisfait de l'espace et de l'hémicycle et du Parlement. Très peu satisfait du fait que le règlement intérieur n'a pas été respecté. Insatisfait parce que la dignité des parlementaires, des députés ont été piétinée ou a été piétinée. Lorsque je vois des collègues députés avec facilité, avec légèreté, quand je constate qu'on peut lever leur immunité et les mettre en prison, quand on voit qu'on peut faire passer des lois comme celle-là sur le parrainage et que les députés, c'est pour ça que je parle d'infantilisation, au fond, qui n'apprécient pas, mais parce que, bon, voilà, nous avons un système maintenant, une régression extraordinaire, Pape Cheikh. Moi, plus jeune, je me souviens avec les amis, on disait non, Bouloir, parce que Senghor de Koydeg. À l'époque, on avait peur de Senghor, parce qu'on disait qu'il y avait des renseignements partout. Aujourd'hui, c'est ce même sentiment, c'est ce même climat que je vois, qui plane un peu partout dans les discours. On n'a même plus le courage de vous louer une salle lorsque vous voulez faire une conférence de presse. Les citoyens n'ont même plus le courage de parler parce qu'on risque simplement de vous créer des problèmes. Quelqu'un qui est dans une administration ne peut même plus prendre position parce que simplement il sera combattu et licencié et il ne peut pas avancer. Et ça, pour moi, c'est un recul extraordinaire quand le Sénégal doit vivre cela. Et c'est aujourd'hui ça le Sénégal. La presse doit, dans sa grande majorité, être muselée. La société civile se taire, et même peut-être même dans le palais avec tout le confort et tous les privilèges. Il y a un problème. Et lorsque aussi la dignité des politiciens peut être achetée, lorsqu'on peut taire, lorsqu'on peut démanteler et puis réduire l'opposition à un minimum, à une portion insignifiante, je dis quand c'est ça l'esprit, on est en train de tuer le pays. Et ça, c'est regrettable et c'est ce qui fonde mon insatisfaction. Et ce qui vous pousse à plonger, à être candidat? Ah, si je ne le fais pas, je ne serai pas heureux. De m'attaler. Aujourd'hui, j'ai à proposer aux Sénégalais une façon de faire, une vision. Et une vision, Pape Cheikh, qui repose simplement, encore une fois, sur ce qui a fait les grandes civilisations. La Chine, c'est cette spiritualité qui enveloppe en fait ses valeurs. Ils ont une façon de saluer l'être humain. Ils ont une façon de redéfinir le rapport à la discipline, au travail, parce que c'est profond, l'ancrage est profond. Et le Sénégal est l'un des rares pays dans la sous-région qui a ces valeurs-là, ces spiritualités. Je ne parle pas de religion, qu'on ne m'enferme pas dans ça, mais nous avons la chance... De valeurs simplement? De valeurs, mais qui n'ont pas des valeurs comme cela... D'humanité? Un humanisme profond, et qui a un sens profond. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité est perdue. Les pays se cherchent, de plus en plus dans les organisations. Et chez l'individu, chez nos citoyens ou concitoyens, d'ici ou d'ailleurs, c'est la question de la quête du sens. Le sens à donner à sa vie, le sens à donner au développement, le sens à donner à l'arbitrage lorsqu'il s'agit de mettre là la priorité ou là. Il n'y a que le sens qui permet à un État... Le sens à donner au sacrifice. Le sens à donner aux choses. Lorsque maintenant une offre politique et une politique publique
lorsqu'on doit être dans le renouveau, en tout cas moi c'est à ce niveau-là que je me situe. Donc un ancrage, changer de gare, reprendre une option, être ce que nous sommes, assumer et faire l'effort maintenant de prendre ces vertus et ces valeurs et les remettre dans le répertoire politique. Okay. Je donne un exemple qui est important. Nelson Mandela avec son Ubuntu, il aurait pu simplement mettre en avant et son arsenal juridique et le droit et la technicité et ses champions, ses conseils techniques pour aller donc dans une logique où on mettrait tout le monde en prison, on tuerait, mais c'est simplement installer la nation dans une contre-performance, un système quand même assez, une logique ou un espace où il n'y aura rien et on va tuer la nation sud-africaine. Mais la sagesse est revenue. La sagesse a joué un rôle dans le processus de prise de décision. On s'appuie donc sur ces valeurs, on va plus loin et on réinvente sa justice. On réinvente son système politique. Qu'est-ce que vous pouvez, oui, Nelson Mandela, oui, et vous, Moustapha Guirassy, qu'est-ce que vous pouvez vendre aux Sénégalais? Ce que je veux vendre aux Sénégalais, c'est d'abord normal. Cette dignité humaine-là, la replacer donc dans le système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je repense mon système de santé, c'est la gratuité. Il y a des pays en Europe qui le font. Mettre l'homme au centre de tout. Au centre de tout. Des politiques publiques avec vraiment une touche humaniste extrêmement puissante, parce que c'est ça le Sénégal. Vous êtes socialiste? Je suis humain et humaniste. Je ne veux même pas être dans ces catégorisations donc, de l'Occident. Je suis humain, humaniste. Et j'ai une façon de voir le monde qui me ressemble et qui ressemble aux Sénégalais. Aujourd'hui, je dis, fort de cela, mon système de santé, c'est que aucun Sénégalais ne me dise je ne peux pas aller même à l'hôpital parce que je ne pourrais pas payer mon ordonnance. Il y a des Sénégalais qui quittent ici. Ils vont aller donc trouver la France ou retrouver la France ou d'autres pays parce que simplement là-bas, il y a le respect donc de l'être humain. Là-bas, il y a des systèmes qui privilégient cela. Et nous sommes là-bas parce que pour bénéficier de façon frauduleuse parfois de tout cela, mais parce que l'humain est une priorité. L'éducation, le système éducatif. J'ai fait le Canada. Je sais comment on accompagne le système éducatif. Comment n'importe qui a une égalité des chances. N'importe qui venant de n'importe quel village peut réussir parce qu'il est soutenu, aidé. Mais lorsqu'on est obligé ou on doit prendre le risque de mourir parce qu'on n'a pas été payé, on n'a pas pu toucher à sa bourse et qu'on soit tué, je dis quand c'est ça nos rapports avec l'éducation et le système éducatif, il y a un problème, il y a un souci. Plus de justice sociale. Il y a plus de justice. Et allons plus loin. Le système éducatif doit absolument être repensé. Encore une fois, pour moi... Vous avez tenté, vous avez essayé de repenser ce système éducatif via le modèle IAM pour... Non, mais le modèle IAM, c'est epsilon. Oui, mais du management à l'africain, ça donne quoi, concrètement? Ça donne des résultats, ça donne qu'aujourd'hui vous êtes dans le système, ça donne aujourd'hui que vous avez une autre façon de voir l'entreprise. Mais vos produits, bon, ce qui nous sommes extrêmement satisfaits. C'est aujourd'hui plus de 30 000 finissants. Alumni qui sont sortis donc de cette école et qui occupent des positions extraordinaires à l'international et dans tous les pays, dans le public comme dans le privé. Et ça, c'est une fierté. Et qui s'insèrent difficilement dans le monde du travail. Qui s'insèrent bien. Et les taux d'insertion sont assez satisfaisants. Mais c'est encore une fois epsilon. Parler de IAM lorsqu'on parle donc de politique nationale. Oui, mais c'est le seul bilan que nous avons. Donc vous avez tenté de tropicaliser le management. Et nous l'avons, Dieu merci, bien réussi. Aujourd'hui, je pense que parmi les fleurons de l'éducation, notre système d'éducation donc dans le domaine du supérieur, je pense qu'en Afrique francophone, l'IAM fait partie donc de ces fleurons. Je le dis en toute modestie, fleurons. Oui, IAM, ISM, c'est type d'école de management. Je parle de fleurons. Vous vendez, oui, vos étudiants sont bien habillés, les mensualités sont plus ou moins chères. Et au départ, c'était l'emploi garanti. Non, il faut jamais dire des choses que ces fleurons... Au départ, c'était ça, la promesse. Moi en tout cas, j'ai horreur dans mon discours et dans mes discours d'être dans une logique où je dis à quelqu'un, je garantis. Moi, je suis pour, vous l'évoquiez tout à l'heure, un leadership. Je suis pour un combat parce que c'est ça le sens de la vie. Un travail, un job, bien sûr, il faut créer l'environnement, il faut l'éducation qu'il faut
mais il faut aussi un travail personnel sur soi. Donc, dire à quelqu'un, parce que je te forme, je te garantis l'emploi, je pense d'ailleurs que je vois rarement cela dit par les écoles, et je pense que ce serait quand même assez ridicule aujourd'hui qu'une école puisse dire je te garantis. En Europe, comme aux États-Unis, ici, je pense que ce serait quand même suicidaire de pouvoir dire. Mais dans le secteur, est-ce que ce n'est pas d'abord, oui, on parle de l'État, mais votre secteur aujourd'hui, c'est ce secteur éducatif. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de l'assainir parce qu'il y en a pas mal d'instituts qui vendent du vent à des jeunes Sénégalais qui sont là au bout de 3 ans, leur diplôme n'est même pas reconnu, je ne parle pas spécifiquement de IAM, mais le secteur globalement. Le secteur doit être assaini, je suis d'accord avec vous, comme d'ailleurs tous les secteurs. Il faut être performant, il faut être dans la qualité. Mais aujourd'hui, nous avons l'ANAQ-Sup, nous avons les processus d'accréditation au niveau national comme international. Et toutes les écoles, sérieuses en tout cas, sont dans cette logique-là d'accréditation et de démarche qualité. Maintenant, quand une école n'est pas dans cette posture, dans cette démarche-là, bien sûr, il faut l'inviter à le faire. Et ça, il y a des agences, je pense à l'ANAQ-Sup, il y a une politique qualité qui peut être mise en avant. Il y a aussi le consommateur lui-même, c'est-à-dire l'étudiant ou les parents ou l'entreprise qui n'ont pas toujours la bonne information. Oui, mais je veux dire, vous le faites 1 année, 2 ans, vous ne ferez pas 3 ans, 4 ans, 20 ans. Quand vous existez pendant 25 ans, vous formez donc 30 000, 40 000 étudiants dans le monde. C'est une preuve de qualité. C'est une preuve en tout cas de performance et je pense que ce sont des initiatives donc à soutenir et à encourager. Encore une fois, je ne veux pas mettre l'accent sur l'exemple donc l'IAM. Je pense que nos concitoyens et les Africains sont là pour juger de la chose et nous sommes en tout cas fiers et les Sénégalais et Africains sont généralement très fiers donc des personnes. Mais permettez-moi de revenir sur le système éducatif. Je donne souvent l'exemple de quand même quelqu'un, un leader, un chef qui a compris l'importance, la transformation d'une nation par l'éducation. C'est quelqu'un, c'est quelqu'un comme Serigne Saliou Mbacké. Je pense que sa posture, il avait le rang qu'il fallait, il avait ce qu'il fallait. Il aurait pu mettre l'accent et les priorités sur autre chose. Mais l'accent a été mis sur les enfants de 2 ans et de 3 ans. Vous allez donc en Malaisie, au Singapour. On a ramené l'engagement de l'État, pas à partir de 6 ans, mais c'est depuis 3 ans, depuis le préscolaire. On s'occupe de ces enfants, on va loin dans l'accompagnement. On paye même ces répétiteurs, c'est l'État qui prend en charge. On amène les familles à être dans une course, une compétition en matière de fierté, pour amener leurs compatriotes, les concitoyens, à comprendre que la nation entière doit s'engager et mettre en avant le kham-kham et le savoir. C'est à partir de là qu'on peut transformer une nation. Donc, les politiques, et moi y compris, nous devons comprendre en fait que les enjeux qui se posent à l'Afrique, et particulièrement au Sénégal, ce n'est pas du Johnny, ce ne sera pas de la magie. Il faut qu'on arrête de faire du bluff, qu'on arrête de faire donc dans ce qui est sophistiqué ou impressionnant, pour mettre l'argent là où il faut le mettre, même si nos concitoyens parfois ne le voient pas, et peut-être même pourront vous sanctionner au moment donc du scrutin, parce qu'ils n'ont pas vu quelque chose de visible, mais vous serez en train de travailler pour des générations futures. Aujourd'hui, il s'agit de cette sincérité, de cette honnêteté et mettre en avant des politiques publiques qui vont réellement transformer donc le pays. Avoir l'esprit d'un homme d'État. D'un homme d'État, mais qui voit loin et qui transforme donc une nation. Pas l'esprit d'un manœuvrier. L'esprit de quelqu'un qui ne gère en fait qu'une élection. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis pour vraiment un mandat où réellement vous avez la liberté et les possibilités de trancher et de prendre des décisions courageuses pour réellement mettre le Sénégal à la bonne gare et sur les bons rails. Un seul mandat. Ah oui, moi je suis pour ça. Pour complètement être en dehors de l'appareil partisan, politique qui vous emprisonne. On a besoin d'un chef qui transforme. On a besoin d'un chef qui est libéré et qui est libre. On a besoin d'un visionnaire. On a besoin de plus de générosité pour penser aux générations futures. Mais pas quelqu'un qui dit « je veux prouver aujourd'hui que voilà, mes traces sont là ». Moi, mes traces, je veux qu'elles soient visibles dans 10 ans, dans 20 ans. C'est ce que j'ai fait ici à l'IAM et ce sera indélébile. Que je sois à la tête de l'IAM ou pas, je pense que j'aurai marqué donc le fonctionnement, en tout cas le développement de mon pays et le développement donc... La base c'est Kédougou, oui, pas de souci, mais il faudrait sur le territoire national une représentativité. Déjà 2000 Sénégalais qui vont vous parrainer votre candidature, au moins dans cette région des 14. C'est pas une mince affaire.
si c'est une mince affaire, par la grâce de Dieu, pour Moustapha Guirassy. Parce qu'il est le fils de Maba Guirassy. Non, parce que Moustapha Guirassy, bien sûr, alhamdoulilah, parce que Dieu m'a donné un père comme celui-là. Deuxièmement, par la grâce de Dieu et par l'amour et le soutien de mes compatriotes, j'ai les meilleures relations, le meilleur réseau qui puisse être, non seulement dans ma région naturelle, le Sénégal oriental, mais partout au Sénégal. Rappelez encore que ma base affective, en réalité, c'est pas que Kédougou. Je suis de la Médina, des allées du centenaire de Gibraltar. J'ai fait les écoles primaires de Colobane de Médina. Oui, vous êtes né à Dakar. Ah oui, je suis bien né là et je travaille là, ma famille est là. Donc je suis, encore une fois, Boy Town, Khamboubar, et je travaille depuis 25 ans. Je parcours... il y a le réseau des étudiants, peut-être? Oui, il y a au-delà de ça. Un étudiant, il est... pour la plupart du temps attaché au-delà de ça, à son université, son institut en tout cas. Oui, mais les gens sont libres. C'est pas parce que... Vous basez sur ça? Non, 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 du tout. Les gens sont libres. Je n'ai aucune autorité sur mes étudiants. Aucune autorité sur les Non, enseignants. affinité, je ne parle pas d'autorité, je parle d'affinité. Oui, ça me permet simplement de mettre en avant le capital confiance. Aujourd'hui, il s'agit de la rencontre d'un peuple, des concitoyens, avec un candidat. Et le capital confiance va beaucoup jouer. Et alhamdoulilah rabbil alamin. Je dis pendant mes 25 ans et avant ma naissance, j'ai eu des parents et un père qui a sa vie publique exposée, les Sénégalais peuvent apprécier. Moi-même, j'ai eu, par la grâce de Dieu, une vie publique que tout le monde peut aller fouiller et qui est là, que tout le monde peut voir. Parce que, heureusement... Pas de cafard. Alhamdoulilah, je ne dis pas que je suis nickel, je ne suis qu'un humain, mais alhamdoulilah, je dis globalement, par la grâce de Dieu, je dis ce capital confiance et de sympathie, je l'ai et les Sénégalais me le montrent bien. Donc, il s'agira simplement de parler aux Sénégalais, nous sommes en train de le faire, de parcourir le pays, nous sommes en train de le faire, et le jour J, ces Sénégalais-là sont libres et prendront librement... Donc, il n'y aura pas de problème, vous allez remplir les conditions pour être de la course. Absolument, absolument. Et votre candidat à la candidature sera validé. Et je vous dis, Pape Cheikh, les Sénégalais surprendront d'autres Sénégalais. Les Sénégalais feront la surprise. Et en 2019, je dis encore une fois, j'insiste, il s'agira donc de choisir. Les Sénégalais ont compris beaucoup de choses et il y aura de grandes surprises. Le jeu est clair, il n'y a pas de possibilité de voir Moustapha Guirassy comme un candidat adoubé par le pouvoir en place. C'est-à-dire c'est-à-dire que, voilà, par rapport à cette présidentielle, il y a eu les législatives, il y a eu pas mal de candidats perçus comme des candidats de Macky Sall, et il y en aura également, ce sont des accusations de pas mal d'observateurs, pour crédibiliser la présidentielle de 2019. Je ne suis pas, encore une fois, mon jeu, ma vie est bien exposée, quoi. Mon histoire est là. Et ce serait quand même loin de ces histoires. Assez ridicule d'avoir ce discours, cette position pour être dans vis-à-vis de Moustapha Guirassy. Non, 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 je suis vraiment bien engagé. J'ai encore une fois, je dis encore une fois, moi je suis déjà vainqueur. Vous savez pourquoi, Pape Cheikh? Le fait d'avoir une offre différenciée, d'avoir une idéologie, de voir une façon de voir mon pays, mon continent. Je dis le fait même d'avoir ce courage politique, de partager cela avec mes concitoyens, je dis j'ai déjà fait ce que je devais faire. La deuxième dimension, et on comprend les Sénégalais et ce qu'ils sont en train d'attendre. Le discours que nous portons et notre offre ressemblent, ou en tout cas semblent aller dans le sens de ce qui est attendu par ces Sénégalais-là. Et c'est le plus important. Maintenant, être dans une logique de non, je ne suis pas ça, je ne me suis pas... C'est clair. Et les 25 milliards de Macky Sall pour mener campagne, vous les sortez d'où? Des recoupements, de certains recoupements, de ce que nous entendons. 25 milliards, ça en fait une enveloppe. Et peut-être même plus, mais plus grave, c'est pas ça. Et ça, vraiment, j'en appelle à la vigilance des concitoyens. Pape Cheikh, il faut que vous-même, la presse et la société civile, en Afrique, changent de donne. On ne peut pas accepter qu'un candidat au pouvoir puisse utiliser les deniers publics pour instrumentaliser et puis faire sa politique politicienne ou la politique d'un parti. C'est pas normal. Lorsque la question du financement... Ça fausse le jeu. Ah non, 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 franchement, on ne peut pas occulter ça, on ne peut pas en rire. C'est pas sérieux, c'est pas normal.
On ne peut pas fausser le jeu quand on dit élection libre et transparente. On ne peut pas priver aux Sénégalais cette possibilité de choisir la personne. Parce que simplement, le président qui est au pouvoir va instrumentaliser les deniers plutôt des politiques, les amener donc dans un champ partisan et politicien pour prendre la carte d'identité de quelqu'un et financer quelqu'un en contrepartie. C'est tout simplement inadmissible. La priorité, lorsqu'on parle de parrainage, de toutes les priorités, si réellement on a du respect pour les Sénégalais, si réellement c'est pour aller dans le sens d'élections apaisées, maîtrisées, libres, transparentes, la priorité c'est d'avoir une maîtrise sur le financement de la campagne. Ça, pour des concitoyens, une démocratie qui se respecte, un pays qui se respecte, on ne peut pas continuer à faire ça. On ne peut pas continuer à donner des moulins, des ballons, de l'argent, des financements à partir des moyens de l'État. Non, mais c'est la politique du ventre. Ah non, mais franchement, s'il vous plaît, j'interpelle la presse, j'interpelle la société privée. Il faut effectivement mettre la lumière de plus en plus sur cela. J'invite la société civile, j'invite la presse aussi à voir un peu le fonctionnement de tout cela, de ces fonds qui doivent être mis à la disposition des citoyens. Le financement des partis. Qu'ils soient avec vous ou contre vous, il faudrait vraiment qu'il y ait une justice sociale. Cela s'entend. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai aimé cet entretien. J'ai aimé et voilà, c'était un réel plaisir, Moustapha Guirassy. Merci. Merci beaucoup, Pape Cheikh. Je vous remercie et vous me donnez l'occasion, effectivement, de surtout participer au débat public. Il y aura d'autres occasions parce que j'aime bien discuter avec vous. Il y aura des plateaux peut-être en Wolof, pourquoi pas. En tout cas, j'apprécierai beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Encore une fois, merci à vous d'avoir suivi ce numéro de TLV. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre. Sen TV, bienvenue chez vous. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. Direction Sédhiou. Sen TV, c'est aussi des plateaux relevés avec des journalistes de talent, des animateurs et chroniqueurs avertis. Toute une logistique, tous autour d'un défi commun. Sen TV chez vous et partout avec vous. Député de l'Assemblée nationale de Tibet. Sen TV, bienvenue chez vous. Mercredi, dimanche sur Sen TV. Chérie, reviens à la maison. Quoi? Il m'a dit qu'on l'a libéré. Non, non. T'as pas hâte de le voir revenir à la maison? Mon journal est costaud, très fort, meilleure défense. Moi, attaquer. Il faut me dal sen kaw. wërsëg si yàlla lay jóge waaye détournement de wërsëg loolu moom du yoon. léegi booy ay sëtu toor lañ. koo ci gis muy gàddu ngan di marto nag. te boo ko fee nag mu dal. enveloppe ba nag day mat ciment ndax sama kër ga ca parcelle dal ba daa wàcc. Je suis une fille du procureur. Les hommes ont peur de moi, mais je les attire. Et quand ils me touchent, je les détruis. Ils ne m'appartiennent jamais. Mercredi, dimanche sur Sen TV. Samedi, dimanche
sur Sen TV. asalaamaaleykum mbokk yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli sallallahu alayhi wa sallam tey dañu am lu ñu indi loo xamante ni daal def naa ni toujours nit ñaa ngi koy jàmbat muy solution contre la constipation wàllu seere nag dafa doy waar parce que bis bu nekk rek defe naa ne bu ñu xoolee li ñuy jot si ay malade ñi siy jàmbat seere ak jàngoro Kajoor ñoo ëpp muy hémorroïde boobu. ñeenteelu